Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal. Voici les titres. Après l'Agence européenne du médicament, c'est l'OMS qui vole au secours du vaccin AstraZeneca. Il n'y a pour l'instant aucun lien entre son utilisation et les cas de thrombose. Mais la suspension de son injection par certains pays sème le trouble. Nous irons aussi dans le Pays Basque où, à l'inverse de la tendance nationale, l'épidémie a fortement reculé ces dernières semaines. Certains élus y demandent d'ailleurs un allègement des restrictions. Des chaînes de montage automobile à l'arrêt, des fabricants de téléphones qui accusent des retards de production. Les pays occidentaux confrontés à une pénurie des semi-conducteurs, ces minuscules composants essentiels à nos modes de vie modernes, en cause notre dépendance aux fournisseurs asiatiques. Dans ce journal, nous nous glisserons aussi dans les ateliers feutrés de la manufacture de Sèvres. Depuis Louis XV, elle fournit la vaisselle des rois et des présidents. Vous découvrirez d'ailleurs le service choisi par Emmanuel Macron. Et puis, eux appartiennent à l'émir du Qatar et ils sont les plus chers du monde. Les pur sang arabes de ces écuries royales bénéficient, vous le verrez, de soins exceptionnels avec box climatisée, jacuzzi et tapis de course. Sur quoi reposent les craintes des 5 pays qui ont suspendu l'utilisation du vaccin AstraZeneca? Hier, vous le savez, le Danemark, la Norvège et l'Islande ont réagi suite à quelques cas de thrombose apparus chez des personnes qui avaient été vaccinées. Une prudence décidée également aujourd'hui par la Bulgarie et la Thaïlande. Mais l'OMS, tout comme l'Agence européenne du médicament, sont formels. Il n'existe pas pour l'instant de lien entre cette maladie et les injections. Les explications de Sylvain Milanvois, Nathalie Pellerin et Sébastien Aubert. On est parti. Il a longtemps attendu son tour, mais ce matin, Jacques s'est fait vacciner. Pourtant, avant de recevoir une dose de vaccin AstraZeneca, il a voulu être rassuré. J'ai téléphoné ce matin à l'hôpital à Lille. Ils ont dit non, il n'y a pas de problème, il faut le faire. D'autres patients ont eu le même doute que Jacques et le premier de la journée a même annulé. Il a peur des conséquences sur sa santé, tout simplement. À cause de l'AstraZeneca. À cause de l'AstraZeneca et de ce qu'on a vu expliquer dans les médias sur ce risque donc, thrombotique, risque de caillot et d'embolie. Et vous lui dites quoi? Qu'a priori, il n'y a pas de souci. Plus étonnant, à 10 000 km de là, le Premier ministre thaïlandais a fait pareil. Sa chaise est restée vide alors qu'il devait recevoir la même injection. Raison invoquée, un manque de confiance dans le produit provoqué par la suspension du vaccin AstraZeneca dans certains pays européens, comme la Bulgarie, qui a rejoint le Danemark, la Norvège et l'Islande. Plusieurs autres nations ont-elles arrêté d'utiliser un lot en particulier suite à des troubles de la coagulation chez plusieurs patients. Les problèmes de coagulation, ça arrive et dans les cas présents, on ne sait pas si ces thromboses allaient se produire de toute façon ou s'il y a un lien avec le vaccin. Conséquence, l'Agence européenne du médicament réexamine actuellement les risques encourus. Mais elle souligne que les gens vaccinés jusque-là sont moins touchés par les thromboses que la population dans son ensemble. En France, par exemple, on recense 31 cas de thrombose sur 454 000 personnes vaccinées avec AstraZeneca, soit 0,007%. Aujourd'hui, le rapport bénéfice-risque ne se pose pas. Évidemment, c'est un vaccin parfaitement efficace qui permet de protéger contre les formes graves et d'éviter aux personnes vaccinées de se retrouver en réanimation ou de décéder. C'est d'ailleurs pour cela que le Royaume-Uni en a commandé 100 millions de doses. En Angleterre, nous avons commencé, ça avance très vite. Et les gens, ils veulent bien recevoir les vaccins. En France, la distribution du vaccin AstraZeneca se déploiera massivement en pharmacie à partir de lundi. Sachez d'ailleurs que la France a aujourd'hui battu un nouveau record avec plus de 300 000 personnes vaccinées en 24 heures. Et puis j'ajoute que les autorités sanitaires viennent de donner leur feu vert à un 4e vaccin, celui de Johnson & Johnson. Il présente l'immense avantage de ne nécessiter qu'une seule dose. Il se conserve aussi dans un réfrigérateur normal. Les premiers flacons ne seront en revanche pas disponibles avant la mi-avril. En attendant, les services de réanimation, eux, disent être au pied du mur. La barre des 4000 patients a été atteinte aujourd'hui. Et pour encaisser cette hausse des admissions, les hôpitaux envisagent toutes les solutions, y compris le recours au transfert de malades. Mathilde Véron et Karine Betta. Des patients plus jeunes, plus graves et plus un lit disponible. Lorsqu'on a un lit de libre, immédiatement, le lit est rempli par un patient. À la Pitié-Salpêtrière, l'équipe de réanimation du plus grand hôpital de France craint la saturation, comme au printemps dernier.
Le nombre de patients est important et les patients sont souvent très graves. Donc. On a l'impression de vivre la même vague qu'au mois de mars dernier. En fait, elle arrive doucement, mais sûrement. Ici, le plus jeune patient pris en charge a 27 ans. La faute peut être à des variants plus dangereux qui ont fait grimper le nombre de malades et menacent d'engorger l'hôpital. Ce qui serait absolument terrible, c'est de ne pas admettre en réanimation des patients qui ont de grandes chances de s'en sortir. Et c'est une possibilité à court terme si on ne trouve pas de solution. Alors, quelles sont ces solutions ? Partout en France, les services de réanimation sont en tension. Plus de 4000 patients Covid y sont pris en charge. C'est autant qu'en novembre dernier, en plein reconfinement. Pour soulager les régions les plus touchées aujourd'hui, il y a d'abord les déprogrammations. En Île-de-France, comme en Provence-Alpes-Côte d'Azur, 40% des opérations non urgentes sont reportées. Dans les Hauts-de-France, les hôpitaux devront ouvrir près d'une centaine de lits supplémentaires en réanimation la semaine prochaine, et donc déprogrammer également pour rendre disponibles des soignants. Autre parade, les transferts de patients vers des régions moins submergées. Mais ces opérations ont lieu au compte-gouttes, car rares sont les malades suffisamment stables pour le permettre. Depuis début mars, 13 patients du nord de la France ont été évacués vers la côte ouest ou la Belgique, 21 depuis la région PACA. Selon nos informations, des transferts depuis l'Île-de-France devraient débuter dès demain. Des TGV pourraient même être réquisitionnés à partir de la semaine prochaine. Des régions aux réanimations saturées et d'autres où l'épidémie a reculé ces dernières semaines. Partons maintenant au Pays Basque où le taux d'incidence est de 46 cas pour 100 000 habitants. C'est 5 fois moins que la moyenne nationale, 10 fois moins que le Pas-de-Calais. Il y a pourtant eu beaucoup de vacanciers au mois de février. Alors comment expliquer ce répit étonnant ? Explication Marine Brossard et Romain Reverdy. Leur département est préservé et pour l'expliquer, chacun a sa théorie. La moyenne d'âge est assez élevée. On ne reste pas enfermé, on fait de la marche, on fait des randonnées. Voilà, l'explication elle est peut-être là dans le mode de vie. Peut-être l'air de l'océan. La densité de population est plus faible. Je ne sais pas, pourtant on a du touriste qui vient pendant les vacances, on a... je ne sais pas. La situation interroge. Ce n'est pas du tout ce qu'avait imaginé cette biologiste. Le laboratoire s'était préparé à un regain d'activité après les fêtes. C'est au contraire devenu particulièrement calme, car le taux d'incidence baisse depuis plusieurs semaines, alors qu'il augmente dans tout le pays. Le département est le seul de France métropolitaine à être passé sous le seuil d'alerte. On se dit que réellement, on est moins touché par le virus chez nous. Pourquoi l'épidémie recule ici alors qu'elle flambe partout ailleurs? La réponse se trouve peut-être à l'hôpital de Bayonne. Là, c'est le dernier secteur Covid qu'on a laissé ouvert. En novembre, il y avait encore des 3 secteurs ouverts, c'était bien différent. À l'automne dernier, il y avait 10 fois plus de patients qu'aujourd'hui. Les contaminations y étaient même plus importantes que la moyenne nationale et cela pourrait être l'une des explications. Je pense qu'en novembre, il y a une partie de la population qui s'est immunisée, mais ça n'explique pas tout. On n'a vraiment pas encore de réponse rationnelle pour expliquer cette baisse particulière dans la région du Pays Basque. Les scientifiques évoquent aussi le climat, plus doux, et un autre allié de taille. Le fort vent dont bénéficie le Pays Basque pourrait permettre une certaine dispersion du virus, mais cela ne suffit pas à expliquer la situation épidémique. Les autorités sanitaires le reconnaissent. Ces courbes restent aujourd'hui un mystère. On a eu beaucoup de touristes en février. On a une frontière avec l'Espagne, on a des grosses agglos. Donc en fait, tout était là pour que ça monte. Donc on se l'explique difficilement. Seuls les scientifiques nous diront pourquoi après analyse. Il faudra analyser toutes les données dont nous disposons. Ce virus nous apprend que la vérité d'un jour n'est surtout pas celle de demain. En attendant de comprendre, l'Agence régionale de santé appelle toujours à la plus grande prudence, même si certains maires demandent un assouplissement des restrictions sanitaires. Le Pays Basque, vous venez de l'entendre, dont les élus demandent un allègement des contraintes, d'autant qu'à quelques kilomètres seulement de l'autre côté de la frontière en Espagne, les restaurants sont ouverts. Les clients, eux, doivent, vous allez voir, se soumettre à des restrictions strictes. Mais cela donne une petite idée de ce que pourrait être une réouverture progressive chez nous. Victoria David et Julia Gardet. Boire un verre au soleil, un café bien chaud en terrasse. Au Pays Basque espagnol, les bars et restaurants sont ouverts depuis un mois. Les habitants de Saint-Sébastien savourent. C'est une joie.
C'est comme si tout était nouveau. Retrouver la liberté. C'est le top, c'est un plaisir, il fait très beau. On retrouve un peu la vie normale. C'est étouffant de rester à la maison sans rien faire. Maintenant, je suis très content. Les restaurants sont ouverts, mais les restrictions restent nombreuses. Sauf motif impérieux, les habitants ne peuvent pas quitter le Pays Basque et la région est fermée aux visiteurs espagnols. Les frontaliers français, eux, peuvent venir sans avoir à présenter de tests négatifs à leur retour, mais ils sont peu nombreux à faire le déplacement. À table, masque obligatoire même en terrasse, les clients l'enlèvent uniquement pour boire ou manger. Une règle plutôt bien respectée. Et voilà, ce n'est pas compliqué, c'est une question d'habitude. Ce n'est pas difficile, ça ne dérange pas beaucoup. Dans la vieille ville, les emblématiques bars à tapas ont aussi fait des concessions. Le client passe, il s'assoit directement, il ne doit pas enlever le masque. Fini les tapas debout et les dizaines de plats en libre service sur le comptoir. Il ne doit y avoir personne près du bar. Nous avons tout couvert pour ne pas qu'il y ait de contamination. Le bar doit également fermer à 20h et ne pas dépasser 30% de taux d'occupation. Ce n'est pas tout à fait la vie d'avant, mais ces règles strictes rassurent. Il y a peu de gens, de la ventilation et de bonnes conditions, donc je trouve ça bien. Pourtant, les clients ne se pressent pas dans les bars. L'absence de touristes se fait sentir. Avant l'épidémie, les bars à tapas étaient bondés, les clients se pressaient autour du comptoir. Aujourd'hui, malgré la réouverture, ce restaurateur a du mal à couvrir ses dépenses. C'est sûr que c'est pas vraiment une bonne affaire. Parce qu'il y a beaucoup de restrictions, beaucoup de difficultés, mais au moins ça nous aide à rester actifs. La réouverture des restaurants n'a pour l'instant pas provoqué d'augmentation des contaminations. Le taux d'incidence de la région continue de baisser et vient de passer sous la barre des 200 pour 100 000 habitants. Lui était resté ouvert au moment du confinement, quitte à ne pas se verser de salaire. Nous sommes retournés voir un boulanger niçois qui avait accepté de nous raconter sa vie à distance au printemps dernier. Alors un an après, où en est-il? Qu'a-t-il retenu de cette épreuve? Elena Despatureaux et Jean-Yves May. Les bras grands ouverts et toujours le rire comme antidote. Sinon, je te fais comme ça aussi. Il y a un an, Frédéric, le boulanger niçois, s'était filmé pour nous raconter son confinement. C'est chaud en plus. Il était resté ouvert par solidarité, 2 mois sans se verser de salaire. Il nous a accueillis chez lui pour faire le bilan de cette année bouleversante. C'est parti. Pour la première fois, il revoit ces images. Nous avons d'abord fait sa connaissance sur les réseaux sociaux grâce à cette vidéo. Je me rends compte le traumatisme que c'était à l'époque en fait. Vu que j'ai plus d'ouvriers, il y a beaucoup de travail. Ma femme m'aide énormément. Ah là là, heureusement que les boulangers travaillent. On venait de rentrer dans quelque chose qu'on n'avait jamais connu. On pensait vraiment qu'on prenait le risque de mourir pour continuer de travailler. C'est pour ça que je m'amusais, que je rigolais, parce que c'était aussi une façon de s'amuser et se décompresser. Il avait tenu grâce à l'humour et à la solidarité. À l'époque, il offrait ses croissants aux soignants. 1 an après, c'est aux étudiants qu'il vient en aide. Avec son ami Daniel, lui aussi boulanger, il livre chaque semaine du pain et du lait. Bonjour. Dans cette épicerie solidaire. Plus de 200 étudiants, comme Mélissa, en bénéficient gratuitement. Ça fait vraiment plaisir parce qu'on ne peut pas forcément se le permettre d'aller acheter des gâteaux en boulangerie, donc ça fait du bien d'en avoir ici. Le supermarché, ça coûte très très cher et sans cette structure, on ne pourrait pas. Une évidence pour Frédéric. Le Covid a ravivé des souvenirs douloureux. Je voudrais pas que tout le monde vive ce que j'ai forcément vécu étant plus jeune, parce qu'il y a eu vraiment des moments difficiles. Et c'est vrai que quand tu n'as plus rien dans le frigo et puis que tu n'as pas de solution, c'est la galère. Des leçons, le boulanger en a aussi tiré dans son travail. Il s'est lancé de nouveaux défis, comme ses croissants à la lavande. Il a pris conscience de l'importance des circuits courts. Ça me fait évoluer dans mon métier, c'est d'avoir des nouveaux produits, mais c'est surtout avec l'idée toujours de travailler au mieux au niveau local. Et entre 2 fournées, il perfectionne ses pas de danse. Derrière le sourire, il cache des difficultés financières. Il a perdu la moitié de son chiffre d'affaires. Et il vient de s'endetter de 20 000 € pour moderniser son fournil.
On a racheté donc un laminoir pour étaler la pâte, ce qui nous permet d'être beaucoup plus productif. On a racheté un congélateur aussi. J'ai souhaité investir parce que tout ce que j'aurais pas gagné cette année, j'espère le gagner l'année prochaine pour compenser. Ça vous a pas fait baisser les bras cette épidémie? Non, pas du tout, au contraire. Avec sa femme Katia, ils n'ont pris qu'une seule semaine de vacances cette année. S'ils gardent le moral, c'est pour leurs clients. C'est un peu familial, une boulangerie en fait. On se connaît un peu tous. Merci, bonne journée. Et vous gardez le sourire malgré tout? Ah bah oui, si je commence à servir mes clients en pleurant, ça va pas être évident. Hein. Des rencontres humaines et de belles surprises. Il y a quelques mois, des donateurs anonymes, touchés par ces vidéos diffusées sur notre antenne, ont réparé le moteur de sa voiture de collection. Ça y est, ça avance. Le trésor qu'il partage avec son fils. Tout a entièrement été refait à neuf dessus. C'est une rénovation que j'aurais pas pu me permettre. Hein. C'est vraiment une chaîne de personnes qui se sont mobilisées pour nous aider pour ma titine. À bord de sa voiture, il espère reprendre les livraisons de pain dès l'été prochain. On vit aussi des belles choses dans les choses négatives, et puis moi j'essaye d'en conserver que le positif. Une leçon de vie, à force de travail, après un an au rythme de l'épidémie. L'actualité de ce vendredi, c'est aussi cette situation rare. Un ministre de l'Intérieur dans le bureau d'un juge, Gérald Darmanin, a été pour la première fois confronté à son accusatrice. La jeune femme a porté plainte pour viol, pour des faits qui remonteraient à 2009. Il y avait d'abord eu un non-lieu, puis le dossier a été repris par une juge d'instruction. Bonsoir François-Xavier, qu'est-ce que l'étape d'aujourd'hui va changer dans ce dossier qui dure maintenant depuis des années ? Eh bien d'abord, il faut savoir que cette confrontation, elle était attendue par le ministre depuis maintenant des semaines et des semaines. Le ministre qui est placé dans cette affaire sous le statut de témoin assisté, une enquête qui a déjà été classée à plusieurs reprises et qui ensuite, à chaque fois, a été relancée. On parle des faits de 2009, il y a deux versions qui s'affrontent. D'après la plaignante, eh bien, elle aurait contacté Gérald Darmanin quand il travaillait à l'UMP pour demander un coup de pouce politique dans un dossier judiciaire la concernant. Et en échange, eh bien, Gérald Darmanin aura accepté de l'aider contre des faveurs sexuelles. Sauf que c'est une version qui est contredite par Gérald Darmanin, qui parle bien d'une relation sexuelle, mais consentie. Gérald Darmanin, on ne sait pas s'il est toujours en confrontation en ce moment avec la plaignante, puisqu'il n'est pas apparu devant les caméras. En revanche, il y a quelques semaines, il rappelait que dans cette affaire, il était, je cite, accusé à tort. Merci beaucoup François-Xavier pour ces dernières informations. Ces derniers mois, nous avons souvent évoqué la dépendance des pays occidentaux à l'Asie sur le marché des médicaments et ce n'est pas, vous allez le voir, le seul secteur où la question de notre souveraineté se pose de façon urgente. Les constructeurs automobiles sont aujourd'hui parfois obligés de suspendre certaines chaînes de montage. Les fabricants de téléphones ou d'ordinateurs, eux, accusent des retards de production en cause une pénurie de ce qu'on appelle les semi-conducteurs, de minuscules composants principalement produits par la Chine et l'Asie. Charles Divot, Olivier Cresta et Guillaume Torel. Dans ce labyrinthe de puces électroniques, impossible de l'apercevoir. Et pour cause, ce que nous cherchons est encore plus petit qu'un grain de sable. Le semi-conducteur, composant indispensable pour beaucoup d'industries, comme celle de l'automobile. Et sans cette puce, tout s'arrête. Des États-Unis jusqu'en Hongrie, une trentaine d'usines en ont fait les frais, faute de stock. C'est aussi le cas en France. Celle de Renault à Sandouville obligée de stopper sa chaîne de production, mettant 1800 salariés au chômage partiel. On est dans l'attente, on va travailler au jour le jour parce qu'on dépend, on va dire, d'approvisionnement des pièces en Asie. Et ça, c'est pas acceptable. Sous prétexte qu'on est en pénurie de pièces, que les salariés savent pas ce qu'ils font le lendemain. Comment est-ce possible? C'est simple, toute l'électronique d'une voiture est alimentée grâce à cette puce. Des essuie-glaces jusqu'aux fenêtres, en passant par le radar de recul. Problème, il n'y en a pas assez pour tout le monde. S'il fait rouler nos voitures, le semi-conducteur permet aussi de faire fonctionner nos ordinateurs, téléphones, consoles, télévisions ou radios. Bref, les producteurs de puces ont l'embarras du choix et fournissent au plus offrant. Le semi-conducteur, c'est le nouvel or de l'industrie. Les producteurs de semi-conducteurs privilégient les marges les plus importantes et globalement, les constructeurs viennent plutôt après, avec des volumes moindres et des prix plus discutés. Des industries tributaires d'un marché quasi centralisé sur un seul continent. Il y a une trentaine d'années, l'Europe produisait 44% des semi-conducteurs. Aujourd'hui, on est à moins de 10%. L'Asie concentre 70% de la production. Donc, on a aujourd'hui un problème de dépendance et de manque de souveraineté pour s'approvisionner. Un quasi-monopole qui inquiète jusqu'au sommet. À peine arrivé à la Maison-Blanche, Joe Biden signe un décret pour augmenter la production de semi-conducteurs aux États-Unis.
La France aussi s'empare du sujet et tente de faire revenir les producteurs. C'est le cas de cette entreprise qui s'est relocalisée dans l'Essonne. Notre capacité de production de semi-conducteurs est d'environ 3 500 000 puces électroniques par jour sur ce site en Essonne. Une première étape pour mettre fin à cette pénurie qui, selon les constructeurs, pourrait durer 1 an. Autre révolution technologique, le vélo électrique, longtemps resté confidentiel, notamment en raison de son prix. Il est en train de se démocratiser. Il s'en est par exemple vendu 1,5 million l'an dernier. Et cela commence à poser l'inévitable problème du recyclage de ces batteries. Pierre Galassio, Clément Biet et Mustapha Keradji. Normalement, vous avez le temps. 30 000 km d'autonomie avant de vraiment user la batterie de votre vélo électrique. Mais celle-ci peut dysfonctionner à cause de températures trop chaudes ou trop froides. Et vous pouvez aussi la faire tomber et la casser. Si vous avez un vélo électrique, vous le savez, la batterie pèse lourd. Mais savez-vous ce qu'il y a vraiment à l'intérieur et pourquoi ça a de la valeur? Depuis 2 ans, ce centre de recyclage reçoit de plus en plus de batteries de vélos électriques. Un assemblage de petits tubes, semblable à de simples piles. Il est très important de séparer le plastique de tous les autres éléments pour maximiser la valorisation de l'ensemble de ces batteries. Pour des vélos, pour des trottinettes, de la petite mobilité, les gyropodes. Une fois le plastique jeté, les batteries sont chauffées à plus de 400 degrés dans un immense four. Au bout de 5 à 6 heures, voici la substantifique moelle. 100% quasiment des métaux contenus vont être récupérés. Le cuivre, l'aluminium et la partie noire qui est toute la masse active. Le lithium, le nickel, le cobalt, des métaux rares extraits à l'origine dans des mines en Chine, en Amérique latine et en Afrique. D'où l'importance de développer les points de collecte de ces batteries usagées. C'est le cas dans ce magasin de vélos à Lyon. Ah oui, alors oui, effectivement, il y a des vélos. C'est une armoire coupe-feu où on stocke quelques unités de batterie qu'on a déjà reçues. 2 à 3 par mois seulement pour l'instant. Et souvent, ce n'est pas à cause d'une perte d'autonomie qu'il faut les recycler, mais à cause d'un problème technique. Nous, en atelier, on ne pourra pas les réparer et les fabricants, effectivement, ne les réparent pas. Donc il faut recycler. Il faut recycler, effectivement. Oui. Pour l'instant, tous les vendeurs de vélos ne récupèrent pas les batteries en panne. La filière se développe tout juste. Aujourd'hui, la filière Corépil collecte 25 000 batteries de vélos électriques chaque année. On table à 5-10 ans sur probablement un doublement des ventes de vélos électriques. Et donc le recyclage des batteries de vélos électriques devrait être multiplié par 3, 4, 5 dans les toutes prochaines années. Pour chaque vélo électrique vendu, environ 4 € financent directement cette filière du recyclage. Un enjeu écologique et économique. Toujours au chapitre technologie, l'armée française vient d'acheter 300 drones mis au point par une entreprise tricolore, entreprise qui fournit déjà les Américains, et vous allez vite comprendre pourquoi leur dernier modèle a séduit les militaires. Florian Litzler et Vincent Pirou. Il est là, juste devant vous dans les airs. Vous ne le voyez pas, et pourtant lui nous voit très bien. Ce drone, il y arrive même de très loin. Jusqu'à 2 km, il peut zoomer et distinguer des formes humaines. Tu peux ramener le drone pour le poser. Voilà l'appareil. Ici aux commandes, des ingénieurs de la Direction Générale de l'Armement. Ils ont été convaincus par les qualités de ce petit aéronef, made in France. Ses principaux atouts sont une utilisation simple grâce à une ergonomie très aboutie, sa rapidité de mise en œuvre, autour d'1 minute. Il a aussi 3 caméras, dont une thermique. Elle capte les sources de chaleur. Ce drone peut donc repérer quelqu'un alors qu'il fait nuit noire. Même les voitures ne lui échappent pas, à cause de la chaleur de leur moteur. Un autre atout de ce drone, c'est son poids. Il pèse 500 grammes, rendez-vous compte, c'est aussi léger qu'un paquet de pâtes. Et passé 130 mètres, on ne l'entend plus. Une autre qualité très utile pour les militaires. L'armée française va s'équiper de 300 exemplaires de ce micro-drone. C'est quelque chose qui est vraiment appréciable pour les militaires, pour se rendre compte, voir, surveiller des zones et détecter une menace éventuelle. Ça va servir pour des besoins de reconnaissance et de renseignement. Voir sans être vu, un avantage indéniable. Pour percer par exemple le vaste horizon des plaines de l'Afrique de l'Ouest, où les soldats français sont déployés dans l'opération Barkhane. D'autres drones y ont déjà été utilisés avec beaucoup de succès. Mais il y a un risque, le piratage et la fuite de données. C'est-à-dire d'informations, et avec l'armée, elles sont souvent sensibles. La preuve, en Afghanistan, il y a 3 ans,
Un appareil plus simple qu'un drone jouait déjà un mauvais tour à l'armée américaine. Les montres connectées des soldats révélaient leur trajet via le GPS intégré, au point de dessiner très exactement le tracé de leur base. Conscient du risque, le fabricant du drone assure avoir placé beaucoup d'efforts dans la protection de ces données. Les données restent la propriété de l'utilisateur et on offre la possibilité à l'utilisateur de protéger ces données, que ce soit dans le système de communication qui est sécurisé entre la télécommande et le drone, ou les données qui sont stockées sur le drone avec le meilleur niveau de chiffrement et la meilleure protection possible. Des garanties déterminantes pour l'armée française, et pas seulement. Le gouvernement américain a ainsi placé le fabricant tricolore dans son très court catalogue de fournisseurs potentiels. Venons-en maintenant à cet acte de civisme suffisamment rare et étonnant pour être souligné. Un contribuable français vient d'envoyer un chèque de 40 000 € au ministère de l'économie pour contribuer au remboursement du déficit public qui, lui, s'élève à 178 milliards. Hélène Grégoire, Philippe Véron et Fabienne Moncel. 40 000 €. La somme n'est pas banale, surtout quand le chèque est à l'ordre du Trésor public. C'est le don apparu au journal officiel d'un certain Michel Fache, à qui les contribuables disent aujourd'hui « Merci Michel. Merci Michel. » Même le ministre des Comptes publics l'a remercié via les réseaux sociaux. Il souligne la rareté d'un tel don. Et en effet, en nous plongeant dans les archives du journal officiel, nous trouvons le don des époux K, 78 €, plus insolite une Peugeot 309, une Citroën ZX et une imprimante laser. Se montrer généreux envers l'État n'est pas dans nos habitudes. Ils me prennent déjà assez d'argent, donc non. Je trouve qu'on paye assez d'impôts comme ça. Si je gagne au loto, oui. Radins envers leur pays, les Français? Pas du tout. Ce sont le plus souvent les communes qui reçoivent des legs sur des testaments. Et nous donnons plus de 4 milliards € chaque année, mais pour l'aide à l'enfance, la recherche médicale et contre la pauvreté. Pourquoi donner 40 000 € à l'État? Nous avons essayé de trouver ce généreux mécène. Vous êtes Michel Fache, qui aurait donné 40 000 € à l'État français. Est-ce que c'est vous? Non, c'est pas moi. C'est déjà la troisième personne qui me le demande. Ah! A-t-il ainsi voulu régler sa part de dette publique? La dette française est gigantesque, car elle dépasse les 2700 milliards d'euros. Ça fait aujourd'hui environ 40 000 € par Français. Donc on est 67 millions de personnes pour éponger totalement la dette française. Alors 40 000 €, en quoi cela peut-il bien aider l'État? Le don que fait Michel Fache finance 2 à 3 secondes des dépenses publiques totales de l'État durant cette année. Alors que dans le même temps, cette somme, 40 000 €, c'est aussi le revenu moyen d'un couple de Français normal. Une somme dépensée par le pays en moins de temps qu'il ne faut pour signer le chèque. Et pour éviter que votre propre portefeuille ne soit dans le rouge, voilà une astuce pour diminuer vos dépenses alimentaires sans renoncer à la qualité. Le bio a désormais lui aussi ses filières à bas coût. Cassandre Dumas et Christophe Moutot. Avec ce carton rempli de produits bio, fini les courses interminables au supermarché. Ça, c'est des courses du mois, les produits secs, les produits de base, la farine, les gâteaux, les produits féminins, le lait. Cette maman de 2 enfants commande une fois par mois sur cette épicerie bio en ligne, une plateforme où elle fait surtout de bonnes affaires. La farine, donc là, je l'ai payée 1,80 € au lieu de 3 €. Selon le site où elle passe commande, elle a économisé 317 € en un an par rapport à un magasin bio classique. Nous avons voulu le vérifier en comparant les prix de ces produits entre toutes les enseignes bio. Résultat, ces nouvelles plateformes restent imbattables. Elles sont en moyenne de 20 à 40% moins chères. Comment font-elles? Au nord de Paris, 600 commandes quittent chaque jour cet entrepôt. Pâtes, gel douche, produits d'entretien. Pour proposer des prix bas, aucun point de vente physique, tout passe par Internet. En revanche, le choix est limité, 3000 références contre 10 000 habituellement en magasin. On va concentrer nos achats sur ces quelques références et du coup bénéficier d'un effet volume, ce qui fait qu'on a des prix qui sont plus intéressants. Pour accéder à toutes ces réductions, la grande nouveauté, c'est de souscrire à un abonnement 70 € par an. Le site assure que l'adhésion est rentabilisée à partir de 2 commandes. Ces tarifs-là, on arrive à les obtenir, mais notamment grâce à un système d'adhésion qui nous permet d'éviter de faire de la publicité. Et la publicité peut représenter jusqu'à 20% du prix d'un produit sur Internet. Moins 20, moins 30, moins 50%, certains proposent même des produits à moins de 1 €. À ce prix-là, la qualité et la certification bio sont-elles garanties? Dans cet autre entrepôt, l'entreprise, elle, mise tout sur sa propre marque.
Exemple avec leur plaque de chocolat à moins de 2 €. Donc le chocolat est bio et fair trade, certifié. Oui. Ici, tout est contrôlé en direct chez le producteur qui gère aussi bien l'origine de la récolte de cacao que l'étiquetage. Le fournisseur prend très souvent une grosse marge. Pourquoi? Parce que non seulement il doit couvrir ses coûts logistiques, etc. Donc les grossistes et les fournisseurs, on les a complètement supprimés. Ces 4 dernières années, 3 plateformes de ce type se sont développées en France. Si elles restent ultra compétitives, elles n'ont pas que des avantages. Leur gros point faible, c'est de ne pas avoir de produits frais, et ce qui va obliger le consommateur à faire ses courses dans plusieurs endroits différents. Malgré cette limite, en moins d'1 an, ces plateformes ont vu leur abonnement doubler. Chacune rassemble plus de 20 000 adhérents. Vous connaissez la vieille expression « rien ne se perd, tout se transforme ». Expression plus que jamais dans l'air du temps et qui est même à l'origine d'une nouvelle filière très surprenante. L'industrie de la bière génère chaque année 600 000 tonnes de résidus de céréales, un déchet à qui vous allez voir que certains esprits créatifs ont décidé de donner une seconde vie. Marie Croxel et Karine Bétain. De cette microbrasserie lilloise sortent environ 1000 litres de bière chaque mois. Une production modeste, mais qui laisse derrière elle pas moins d'1 tonne de ce magma de céréales gorgé d'eau, la drèche. Jusque récemment, pour l'évacuer, la brasserie payait une entreprise de biométhanisation 600 € par mois. La drèche, c'est un déchet qui est inhérent au fait de brasser de la bière. Et effectivement, en ville, c'est un peu plus compliqué qu'en campagne pour s'en débarrasser. Historiquement, c'est plutôt les structures d'élevage qui vont absorber les drèches pour les donner aux bovins. En ville, c'est possible, mais c'est plus compliqué. C'est là qu'interviennent Caroline et Christophe. Eux envisagent la drèche comme une ressource. C'est bon, Valentin? Bah ouais, super. Oh yes. Ces amateurs de bière en font des gâteaux apéritifs. Régulièrement, ils viennent se servir directement dans les cuves de leurs amis brasseurs. Et ben voilà, encore un peu? Allez. Dernière. C'est bon. C'est pas un déchet. Là, pour l'instant, la céréale a juste été infusée dans de l'eau chaude. Le sucre est parti et permettra de faire la bière. Donc la céréale est encore quasiment intacte. Alors comme la drèche est encore chaude et gorgée d'eau, il faut vraiment la transformer tout de suite. Donc là, on file au labo. Dans leur petite cuisine, Caroline et Christophe travaillent depuis 2 ans sur leur recette. On est bon, ça commence à avoir une très belle couleur. Aujourd'hui, on fait oignon, piment d'Espelette. La drèche représente 40% de leur biscuit. Avec elle, ils ont découvert une formidable matière première. C'est 70% de fibres, 20% de protéines, c'est gorgé de vitamines et en plus c'est moins calorique qu'une céréale classique dans la mesure où tout le sucre est parti dans le processus de fabrication de la bière. Céréales, cookies, crackers, leur production, une 40aine de kilos par mois, connaît un joli succès. Dans cette région brassicole, cette nouvelle filière alimentaire n'en est qu'à ses prémices. Donc là, après une dizaine d'heures de déshydratation, on retrouve les pépites qui sont prêtes. Et ben c'est parfait. Plus inattendu, la drèche a inspiré ce jeune designer, ébéniste de formation. Voici sa création, un tabouret. On a la possibilité de choisir son type de bière pour son tabouret. On peut avoir le tabouret de bière brune, ou alors le tabouret de bière blonde, ou encore le tabouret de bière ambrée. Il aura fallu 2 ans de recherche pour en arriver là. Une assise résistante, imperméable et entièrement recyclable, composée de drèche à hauteur de 98%. Pour une assise, en matière première, ça représente 2 kg de drèche. Et ça nous permet, après avoir bu 6 litres de bière, à consommer avec modération, de pouvoir fabriquer une assise de tabouret. C'est ici, dans cette usine plus habituée à transformer le bois, que le tabouret prend forme. Là, on a mis 5 minutes pour sortir une assise. C'est la première fois qu'on la sort en si peu de temps. La phase de prototypage est vraiment qualitative. On voit bien qu'au niveau des détails, on est sur quelque chose de très précis. Franck a su convaincre ses partenaires. Le matériau est innovant. Il pourrait, dans certains cas, avantageusement remplacer le bois. C'est la création d'une filière. C'est-à-dire que globalement, aujourd'hui, on fait que du bois moulé. C'est un nouveau matériau. Et donc, le champ des possibles est énorme en fait. Pas forcément que dans le mobilier. Les premiers tabourets de Franck sortiront d'usine début avril. Et c'est tout naturellement à la bière que nous avons trinqué par avance à l'événement.
La bière qui trônait jadis à la table des rois de France, une table qui va connaître un nouveau faste grâce à Louis XV. C'est lui qui a créé la manufacture de Sèvres, des ateliers de porcelaine qui existent toujours aujourd'hui, désormais au service des présidents. Elena Despatureaux et David Bordier. Depuis plus de 2 siècles, ce sont les mêmes gestes et le même sceau. C'est la carte d'identité de la pièce. Celui de la manufacture de Sèvres. 125 artisans perpétuent ce savoir-faire unique en France, au service des rois, des princes et des présidents. Depuis toujours, les souverains de France utilisent l'art de la table, utilisent la gastronomie, utilisent la manufacture de Sèvres pour un rayonnement. Nous aussi, nous nous sommes invités à la table des puissants. Au XVIIIe siècle, la manufacture de Sèvres est créée à la demande de Louis XV et de Madame de Pompadour, sa favorite, pour épater la cour. L'enjeu est aussi économique. Il y avait une compétition en Europe. Tous les princes, tous les rois voulaient avoir leur propre manufacture pour pouvoir produire et pas donc être dépendants d'importations étrangères. Cette couleur, le bleu céleste, est créée spécialement pour le service du roi. Mais le symbole du pouvoir, c'est surtout ça. Je vais rajouter de la poudre d'or. Un or pur 24 carats. Aujourd'hui encore, ils sont les seuls en Europe à maîtriser cette technique. Après cuisson de la porcelaine, Valérie lui redonne tout son éclat, avec les mêmes outils qu'autrefois. Cet or a toujours donné la splendeur aux tables, parce qu'à l'époque, évidemment, il n'y avait pas l'électricité, mais toutes ces bougies qui faisaient se révéler, en fait, et qui faisaient vibrer l'or. De l'or à la table du roi, puis sur celle de l'empereur. Napoléon, lui, commande des assiettes pour mettre en scène son pouvoir. Il n'est pas aristocrate, donc il faut qu'il s'impose. On va avoir la célébration de ses conquêtes, c'est la force guerrière. Aujourd'hui, ces pièces sont rééditées à la demande d'ambassades ou de collectionneurs privés. Celle-ci coûte 10 000 €. Tout est peint à la main. Un mois et demi à peu près de travail tous les jours. C'est un peu de nous-mêmes qui est dans cette pièce-là. À l'Élysée, avec le temps, les symboles ont changé, les messages aussi. Des cocardes tricolores, et l'or se fait plus discret. Voici le service utilisé par Emmanuel Macron. C'est son idée, 300 assiettes, qui représentent le plan de l'Élysée. Ici, vous avez représenté le perron. C'est très fort de se dire que chaque personne va manger dans une partie de l'Élysée. Il aurait coûté 500 000 €. Mais à la différence des rois, les présidents ne sont plus propriétaires des services. Ils appartiennent à la manufacture, qui, à travers sa vaisselle, raconte une autre histoire du pouvoir. Eux sont l'une des plus grandes fiertés de l'émir du Qatar. Les pur sang arabes sont les chevaux les plus chers de la planète. Et l'une de nos équipes a exceptionnellement pu tourner dans le Saint des Saints, les écuries d'Al-Shakab. Ces installations uniques au monde concurrencent sans mal les spas des hôtels les plus luxueux. Liseron Boudoul et Michael Merle. Avec sa fierté naturelle, sa queue relevée, ses grands yeux profonds, le pur sang arabe est considéré comme le cheval le plus élégant du monde. Le plus cher aussi. À une demi-heure de Doha, la capitale, voici Al-Shakab, un immense complexe 5 étoiles luxe où l'on élève, dresse et bichonne des pur sang arabes depuis près de 30 ans. C'est le père de l'émir actuel qui a posé la première pierre de cette écurie extraordinaire. Ici, chaque étalon doit devenir un athlète de haut niveau. Alors à chaque étape de son entraînement, il est suivi de très près. Cet entraînement, il est bon pour développer les muscles du dos et de la croupe et aussi pour lui donner plus de puissance. Vous pouvez voir à sa morphologie, sa tête, ses grands yeux, qu'il va devenir un étalon très intéressant. Pour obtenir une musculature parfaite, c'est du bon travail. Rien de mieux que la piscine. Francesco et Franck dirigent le cours d'aquagym.
Ils aiment le sport aquatique, c'est bon pour leurs jambes et leurs tendons, et ça aide aussi à développer d'autres muscles dans leur dos. Et les journées sont bien remplies. Là, on travaille l'endurance sur un tapis roulant. C'est comme une course, 1 heure à 1 heure et demie sur ce tapis. Les 400 pensionnaires bénéficient aussi d'un spa ultra sophistiqué. Couloir de nage, hydrothérapie, jacuzzi et pour la détente, des lampes infrarouges. Ici, tout a été pensé pour favoriser le bien-être du cheval. Et comme la température peut grimper jusqu'à 50 degrés au Qatar, les box sont climatisées. C'est le cher Khalid qui nous fait visiter exceptionnellement ces écuries très sécurisées. Ce que nous recherchons, c'est d'être aux petits soins avec nos pur sang. Et aussi, leur apprendre à se tenir et à afficher leur beauté dans les concours. Et les plus beaux des plus beaux se trouvent ici, dans les quartiers royaux de l'émir du Qatar. Porte en titane et marbre au mur. Alors là, c'est l'écurie la plus prestigieuse du centre. 62 chevaux très spéciaux dont le prix de vente peut atteindre 2 millions d'euros. Et celui-ci n'a pas de prix. Ce cheval provient d'une lignée unique de pur sang. Vous ne le trouverez nulle part ailleurs dans le monde. Alors vous n'allez pas le vendre ? Ah non, c'est sûr, on ne le vend pas celui-là. Pour préserver la race, les Qataris ont même créé une clinique de reproduction au cœur du centre. Aaron, le vétérinaire, se prépare. C'est le bon moment. Là, je vais ramener du sperme vivant et faire l'insémination. De ces semences naissent chaque année une centaine de poulains, aussitôt pouponnés dans cette maternité. Des semences qui se vendent aussi dans le monde entier et qui rapportent beaucoup d'argent à l'écurie. Nous continuons notre visite. Une voie nous attire. Al-Shakab, c'est aussi un hippodrome qui possède 3 arènes pour accueillir les courses hippiques les plus prestigieuses. Aujourd'hui, c'est un concours international de saut d'obstacles. Ambiance très chic, tenue dernier cri, petit four et des spectatrices très impliquées. Vous le connaissez, lui ? Lui, c'est le cavalier français. Il est connu pour être le plus rapide des circuits. Il a un cheval incroyable. Il est au top. Ce complexe est devenu une référence sur la scène équestre internationale. Le riche petit émirat gazier peut se vanter de posséder des pur-sang arabes réputés mondialement. Et c'est ainsi que se termine ce journal sur LCI Canal 26. Une soirée consacrée à la violence chez les jeunes, alors que vous le savez, plusieurs affrontements entre bandes rivales ont eu lieu ces derniers jours. Sur TF1, ne manquez pas le lancement de la toute nouvelle saison de Koh Lanta, présentée évidemment par Denis Brognard. Très belle soirée à vous et à demain.